Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce tout premier numéro de votre magazine Le Point, du moins pour cette année. J'ai l'honneur de recevoir pour vous un habitué, Monsieur Thierry Mosenepo, président de la jeunesse de la Convention des Congolais Unis, parti de la majorité présidentielle. Bienvenue et meilleurs vœux, Monsieur Mosenepo. Merci Alain, meilleurs vœux aussi à tous les téléspectateurs de B1. Nous allons tout droit au but. Vous venez d'une réunion du bureau politique de la majorité. De quoi il était question? Vous savez que c'était une réunion du bureau politique élargie aux délégués de la majorité qui se sont retrouvés au dialogue de l'Union africaine, mais aussi à ceux qui ont été envoyés par le bureau politique de la majorité pour des négociations directes au niveau de la SYNCO. Exact. Il était donc question que l'on puisse savoir exactement la matière de ce qui a été discuté et le compte rendu des travaux. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et à la fin, il y a eu un communiqué de la part du secrétaire général de la majorité qui a salué cet accord, tout en regrettant le fait que jusqu'à présent, il n'y ait pas eu une inclusivité comme cela a été souhaité. Dans l'analyse de l'accord, est-ce qu'il y a des points de convergence entre l'accord signé au niveau de la Cité de l'Union africaine et celui signé dernièrement? Oui, bien entendu. Il y a plusieurs points de convergence. Il faut même reconnaître que c'est pratiquement les mêmes termes de référence qui reviennent, notamment en ce qui concerne la primature qui doit être donnée à l'opposition, cette fois-ci avec une précision concernant le rassemblement. Il y a la question des élections qui devrait se poursuivre, mais bien entendu, en amont, il faudrait d'abord arriver à une refonte du fichier électoral et continuer et poursuivre et terminer l'enrôlement de nouveaux électeurs. Donc tout cela, c'est des éléments que nous avons eu à discuter au niveau de la Cité de l'Union africaine. Donc il n'y a pas eu de grands changements par rapport à cela. Et le point de divergence, le point de démarcation? D'abord, il faut comprendre que les amis du rassemblement ont tout fait de manière à ce qu'il y ait une possibilité des élections en décembre 2017. Bien entendu, il faut reconnaître que ce pouvoir est reconnu à la CENI. Il faudrait donc passer par la réalisation de cela, observer sur le terrain ce qui va se passer, principalement en ce qui concerne l'enrôlement, puisque la CENI a précisé qu'elle pourrait finir au mois de juillet de cette année. Oui, 2017. Il faut au-delà de cela comprendre aussi qu'il y a un besoin en termes de lois qui doivent accompagner le processus électoral. Exact. Donc il y a d'une part le travail abattu par la CENI sur le terrain et d'autre part les travaux qui doivent passer par le Parlement. Donc tout cela, bien entendu, a permis à ce qu'il y ait une possibilité de rallonge qui pourrait aller peut-être à 3 mois au-delà de cette date. On rejoint avril, presque avril 2017. Pratiquement, mais on ne peut pas le dire maintenant puisque c'est ce qui se passera sur le terrain qui va indiquer. Mais dans les termes de référence, nous revenons pratiquement aux mêmes proportions. Donc c'est quelque part pour dire que c'est juste une date indicative. Décembre, je ne dirais pas cela, mais je crois que les précisions des dates proviendront du calendrier qui sera publié par la CENI. Mais je dis ici que, au-delà de cette date qui a été fixée dans cet accord du 31 décembre et de ce qui a été fixé au niveau de l'Union africaine pour avril 2018, cela a été fait de manière scientifique après les exposés de la CENI et après un chronogramme scientifique détaillé et expliqué par plusieurs experts, dont le général Sangari, qui supervise les élections pour compte de l'OIF. Donc c'est au regard de tout cela qu'on était arrivé à avril 2018. Maintenant, quand on arrive pratiquement à décembre 2017, il y a des délais qui ont été extrêmement compressés, mais cela devra être confronté à la réalité sur terrain. Inclusivité, c'est le terme que la majorité utilise aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense, mon cher Alain, qu'il faudrait, pour comprendre ce terme d'inclusivité réclamé à corps et à cri par la majorité présidentielle, revenir à la genèse du dossier. Donnez-moi quelques temps pour que je le temps d'expliquer. On s'écoute. D'abord, nous avons eu un problème par rapport au processus électoral. Il y a eu l'absence d'un calendrier du fait que les partis politiques, notamment les acteurs politiques, de tous bords, n'ont pas été d'accord sur les différents calendriers et séquences publiés par la CENI. Bien sûr que je ne reviendrai pas sur les problèmes d'ordre financier qui ont été évoqués par cause du fait qu'il y avait un déficit dans le trésor public, à cause de la baisse des matières premières, mais aussi à cause de la guerre que ce pays avait connue. Cela a bloqué le processus électoral.
Ce qui a poussé à ce que nous puissions aller vers un dialogue pour que nous puissions trouver des compromis pour permettre à ce que la CENI puisse finalement avoir les moyens de dresser un calendrier et aussi qu'il y ait un temps que l'on appelle aujourd'hui un temps préélectoral qui va aller du moment où nous allons maintenant préparer les élections jusqu'aux échéances comme nous le prévoyons. Donc, raison pour laquelle nous sommes allés vers ce dialogue. Ce dialogue que le chef de l'État ainsi que nous de la majorité présidentielle, surtout la Convention des Congolais Unis, un parti de nationalistes, avons voulu que ce soit des discussions directes entre Congolais. Mais le rassemblement, à l'époque, par l'UDPS, a réclamé à ce qu'il y ait une facilitation étrangère. Ce qui a poussé à l'arrivée de Edem Kodjo. Nous sommes allés donc à la Cité de l'Union africaine pour discuter de tout cela. Edem Kodjo qui a été récusé du processus électoral. Lorsque l'on en est arrivé au niveau de l'Union africaine, les discussions ont été entamées et les conclusions étaient, en ce qui concerne le calendrier, le processus électoral, que nous allons faire la refonte. Et que les séquences étaient la présidentielle, la législative et les provinciales. Et selon les moyens, nous allons même organiser les locales et les municipales. Pour la question du fichier électoral, nous avons opté pour la refonte. La refonte totale. Pour la question de la gestion du gouvernement, les amis de l'opposition ont souhaité avoir un œil pour réellement être sûr que les fonds qui seront destinés à la CENI seront réellement affectés à notre centrale électorale. D'où la demande par eux de la tête du gouvernement et de quelques postes pour qu'ils puissent avoir cet œil. Cela a été accordé par la majorité présidentielle. On en est donc arrivé à une étape où certains autres hommes politiques, notamment du Rassemblement, se sont radicalisés pour récuser le dialogue qu'ils avaient cherché et réclamé. Et ils ont été appuyés par l'Église catholique. Vous vous souviendrez que, si ma mémoire ne me trompe pas, en date du 4 octobre, je crois, l'abbé Ncholet est sorti en fracas des assises de l'Union africaine, disant que le dialogue convoqué par le chef de l'État n'était pas inclusif, par l'absence des membres du Rassemblement. D'ailleurs, on se souviendra que quelques jours après, lorsque le Rassemblement a tenu son conclave, on a vu l'abbé Ncholet participer à ces assises et dire que l'Église catholique était sortie par manque d'inclusivité. Nous avons donc conclu les assises de l'Union africaine avec les recommandations et les décisions que vous connaissez. Et toutes ces décisions ont commencé à avoir des applications, notamment la mise en place du gouvernement, avec à la tête Sami Badibanga, qui est de l'UDPS, et en plus chef de la délégation ou des députés UDPS au niveau du Parlement. On en arrive finalement à ces négociations directes menées par la CENCO, qui a comme base principale l'inclusivité. L'article 24 de votre... Dans le sens d'appliquer l'article 24 de l'accord de l'Union africaine, où il était demandé que l'on puisse faire adhérer à d'autres regroupements, à d'autres forces vives, à cet accord, en vue d'avoir un processus électoral stable. Et je crois que le fondement même de ces négociations directes, c'était l'inclusivité. Alors pour la majorité présidentielle, cela ne s'explique pas. Le fait que de manière fondamentale, on en est arrivé à des discussions directes pour la question électorale. Et que finalement, il y ait eu des partis qui au départ ont participé aux travaux préliminaires à la CENCO, qui, arrivés au port, ont quitté le bateau. Notamment le MLC et Alliés, qui d'ailleurs, il faut le souligner, est parti puisque réclamant la tête du comité du conseil de suivi de l'accord, et les autres opposants signataires de l'accord du 18 octobre, notamment la plateforme de Jean-Lucien Boussard, du Premier ministre Sami et des autres opposants. Donc, sur base de cela, nous disons qu'il faut nécessairement que l'Église se batte pour atteindre cette inclusivité qu'elle a reprochée à l'accord du 18 octobre. On ne peut pas reprocher une telle chose à ce qui a été fait et faire pareil. Inclusivité, comment vous expliquez ça, vous, de la majorité? Mais écoutez, quels sont les critères pour déterminer l'inclusivité? D'abord, il faut dire une chose, c'est que l'essentiel est que nous puissions arriver à une pénétration de
toutes les forces vives, aux besoins de la majorité de ces forces vives dans ce qu'on appelle un accord politique. Parce que le processus électoral dans notre pays est éminemment consensuel. On ne peut pas aujourd'hui accepter, par exemple, que nous puissions encore une fois avoir une machine qui grippe. Pourquoi est-ce qu'à 2 reprises, les calendriers électoraux publiés par la CENI ont été rejetés? Parce qu'il y a eu une frange de l'opposition qui a rejeté ces calendriers. Est-ce que demain, si nous n'atteignons pas cette inclusivité que nous cherchons, nous n'allons pas arriver à ce même cas de figure où la CENI... Vous ne trouvez pas que c'est difficile là? Parce que déjà, tout au début des négociations, on dirait qu'il y a les dames, les mamans, les femmes réunies au sein de la CAFCO, qui avait exigé aussi qu'il y ait participation des femmes dans les négociations directes, ça n'a pas eu lieu. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une inclusivité totale? Je pense que l'inclusivité dont on parle, ce n'est pas de l'inclusivité du genre, parce que je vous informe qu'il y a des femmes qui ont négocié dans ces discussions directes, ça n'a rien à voir. Mais la question est plutôt tournée vers les regroupements politiques, les plateformes politiques, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'il y ait des crises récurrentes dans notre pays. Il faut pas... Surtout que la raison qui a fait sortir l'abbé Donatien Chollet des assises de la Cité de l'Union africaine, c'était l'absence d'inclusivité. Mais aujourd'hui, cela se présente devant lui. Il faudrait que la SYNCO essaye de faire un effort pour faire adhérer à cet accord les autres qui sont en train de rejeter cela, puisque cela va nous emmener vers d'autres problèmes que nous récusons. Il faudrait finalement que l'histoire nous enseigne. Il y a une nuance. Par rapport aux travaux de la Cité de l'Union africaine, le rassemblement n'avait pas pris part. Mais aux négociations directes de la SYNCO, le rassemblement et tout le monde que vous avez cité a pris part. Il y a une nuance. Donc ils ont participé aux travaux. Mais la nuance dont vous faites allusion est grandiose. Et cela démontre à combien est-ce que cette inclusivité est importante. Vous imaginez des plateformes politiques qui participent à des travaux, mais qui au moment de la signature s'en vont. C'est encore plus grave que de n'avoir pas été là. Donc comprenez que par là, ils sont en train carrément de mettre, de piétiner ce qui a été fait, même par eux-mêmes. C'est encore plus grave que de ne pas avoir été là. Raison pour laquelle il est important en ce moment que les prêtres puissent accentuer les efforts pour aller vers cette inclusivité qu'ils ont eu à reprocher à l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine. Selon l'abbé Chollet, le problème posé par le MLC et ses alliés, c'est un problème pratique. Ça n'a rien à voir avec le texte. Le MLC demande la tête du conseil de suivi de l'accord. Ce n'est pas dans le texte. Si ce problème était résolu, la majorité est prête aujourd'hui à... Mais les problèmes, à chaque fois qu'on en parle, c'est toujours dans le texte, mon cher ami Alain. Lorsque l'abbé Chollet est parti des travaux de la Cité de l'Union africaine, il est parti en disant que les desiderata du rassemblement n'étaient pas repris dans les discussions ou dans le texte. Cette fois encore, le MLC et les autres sont en train de parler du texte. Donc tout va du texte. Il faut donc que l'abbé Chollet ainsi que la SYNCO puissent se battre pour atteindre cette inclusivité qu'ils ont eu à reprocher. C'est pas une distraction, tout ça, une sorte de pour vous jouer distraction, je ne sais pas. Pourrissement pour quelle raison? Qu'est-ce que pour retarder les élections? Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Je ne crois pas, parce que les travaux en ce qui concerne le processus électoral sont en train de se poursuivre. L'enrôlement est en train de s'étendre sur 12 nouvelles provinces. Ça n'a rien à voir avec les débats qui sont en train de se faire aujourd'hui. Mais il faudrait, pour garantir ce travail qui est abattu par notre centrale électorale, et de façon convenable, que nous puissions accompagner cela d'une certaine accalmie. Et cette accalmie ne peut provenir que d'une inclusivité de différents accords que nous sommes en train de signer. Pourquoi alors hier avoir vertement critiqué les accords de la Cité de l'Union africaine pour finalement tomber dans le même péché? Je crois qu'il faudrait en ce moment-là que l'on puisse aller au-delà de ce qu'on pense, au-delà de son ego pour appeler les autres et que finalement l'inclusivité puisse arriver. Les gens qui nous suivent à la télé, j'imagine qu'ils disent que vous voulez nager à contre-courant. Dans quel sens? Le chef de l'État a salué l'accord lors de son message des vœux à la population. Vous, la majorité, bien que saluez, mais vous émettez des réserves en signant. Je ne sais pas, je pense que vous avez peut-être mal décrypté la position de la majorité. D'abord, je vais vous ramener dans la soirée du 31 décembre. J'étais là moi-même, où les envoyés de la majorité ont eu à parler à la presse.
notamment le porte-parole du gouvernement, son Excellence Lambert Mende, et le VPM Ramazani Chadari, ils ont salué l'accord, en commençant d'abord par dire que pour cette fois, et c'était historique, il faut le dire, que les Congolais, les hommes politiques congolais, ont eu à obtenir un accord par eux-mêmes. Donc cela montre à suffisance que nous avons perdu notre temps, premièrement, en cherchant à ce qu'il y ait une immixtion de la communauté internationale dans quelque chose qu'on pouvait résoudre nous-mêmes. Deuxièmement, que les autres qui ont incité les populations à mourir, qui ont fait tuer les Congolais, pour finalement revenir à la raison et comprendre que pour qu'on ait de bonnes élections, il fallait qu'on ait ce timing. Il y a eu des Congolais qui sont morts pour rien. Mais cela a été salué. Cette grandeur d'âme et d'esprit a été saluée par la majorité. Revenons, pas plus tard que hier, le porte-parole du gouvernement a tenu un point presse, au cours duquel il a expliqué que nous saluons ce qui s'est passé à la Cinco avec cet accord. Mais, aujourd'hui encore, le secrétaire général de la majorité, le président de l'Assemblée, Oba Minakou, a salué cet accord. Mais il ne faudrait pas, aux côtés du fait que l'on salue cet accord, que l'on puisse oublier là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est justement là où nous voyons qu'il y a un problème d'inclusivité. Mais il n'y aura pas de conséquences par rapport à cette non-inclusivité de l'accord. Mais écoutez, d'abord, il faut savoir. La conséquence peut être quoi, comme l'accord n'est pas... D'abord, il faut savoir que ceux qui n'ont pas signé vont continuer à le contester. Et le problème maintenant est lequel? C'est que nous allons encore avoir une frange des Congolais, acteurs politiques, qui vont se trouver au travers du chemin que nous sommes en train de vouloir baliser. Est-ce que c'est cela que nous cherchons? Nous voulons plutôt que tout le monde soit d'accord sur des principes. Ce n'est pas pour rien que le modus operandi de toutes ces discussions, que ce soit à l'Union africaine ou à la Cinco, ça a été le consensus. Et non des votes ou quoi que ce soit, parce qu'il faudrait que la raison l'emporte. Et pour que la raison l'emporte, il faudrait l'argumentaire. Pour que l'argumentaire l'emporte, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Mais ce n'est pas une utopie de voir tout le monde autour d'une table. On n'est plus à l'époque du MPR. Ce n'est pas une utopie, vous avez raison, mais c'est un souhait. Est-ce que c'est mal aujourd'hui que la majorité présidentielle souhaite, et je dirais même, je pourrais même aller plus loin, exige à ce qu'il y ait réellement l'inclusivité? Parce que je vous ai démontré ici que le manque de cette inclusivité nous a poussé à déroger des calendriers électoraux. Et cela a occasionné, entre autres, le retard du processus. Alors, pourquoi nous voulons aller de l'avant tout en gardant ce boulet? Nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Inclusivité, ça vous dérange énormément. On se demande aujourd'hui si le MLC et les autres là venaient à signer l'accord. Quelle sera la réaction de la majorité présidentielle? Mais ça ne sera que la joie. Pourquoi la majorité présidentielle souhaiterait à ce que ce manque d'inclusivité puisse perdurer? Ça n'aura pas de sens. Et alors, comment vous justifiez que vos délégués aient signé sous réserve, avec réserve, ce document? Mais écoutez, c'est quoi d'abord? Concrètement, ça signifie quoi, signer avec réserve? La réserve, c'est qu'il faut qu'on atteigne l'inclusivité. C'est important que l'on puisse atteindre cela. Au cas où on n'a pas atteint l'inclusivité, que peut advenir? Qu'est-ce qui peut advenir? Nous allons tirer les conséquences. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons, encore une fois, parce que la majorité, ce n'est pas le Vatican ou c'est le pape qui décide, il y a des discussions qui vont se faire, qui vont se passer, vu la démocratie qui règne au niveau du bureau politique de la majorité, vu l'esprit d'ouverture de l'autorité morale, il y aura des discussions qui vont se passer. Mais pour l'instant, nous ne sommes obligés que d'appeler les uns et les autres à accepter ce besoin d'inclusivité. Surtout à la Cinco qui, par l'abbé Donatien Cholet, a claqué la porte avec fracas des débats de la Cité de l'Union africaine parce qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Est-ce que vous faites allusion à la mise en application de cet accord, au cas où, à la non-mise en application de l'accord au cas où il n'y a pas d'inclusivité? Non, d'abord, il faut savoir que déjà les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, il a été prévu, et je crois que ça a eu lieu, des discussions autour de ce que vous appelez la mise en pratique de l'accord. Donc je crois que cela ne retarde rien, mais seulement cela risquerait de nous produire ce que nous avons déjà connu. Alors il faudrait que nous puissions réfléchir, et vite.
et trouver la solution à ce problème qui se présente devant nous, celui de l'absence d'inclusivité. Il y a une certaine opinion qui pense que la majorité est dérangée parce qu'il est dos au mur aujourd'hui, toutes ces stratégies sont bloquées. Je ne vois pas en quoi la majorité... Vous cherchez à protéger Sami Badibanga, raison pour laquelle vous voulez retarder la mise en application de cet accord. Je ne crois pas. D'abord, la majorité présidentielle n'est pas dos au mur. La majorité présidentielle a voulu à ce que les acteurs politiques puissent se mettre d'accord autour d'un cheminement pour le processus électoral, et je crois que c'est ce qui est fait. La majorité présidentielle a toujours et depuis longtemps appelé tout le monde à la raison. D'autres sont passés par des chemins détournés, entre autres en marchant sur les corps des Congolaises et Congolais, puisque s'il y a eu du désordre dans ce pays, c'est parce qu'on voulait fermer les yeux à la réalité. La réalité était que nous sommes dans l'impossibilité de tenir les élections. Aujourd'hui, en décembre, il fallait-il pour cela faire tuer les Congolais, casser les biens d'autrui, faire reculer l'économie du pays, salir l'image de notre pays au dehors comme au dedans, seulement pour finalement reconnaître la réalité, mon cher ami. C'est ça qui est choquant. Si peut-être que le rassemblement n'avait pas mis la pression sur vous, vous n'aurez pas pu céder. Mais alors, je pense que, M. Alain, vous ne scrutez pas l'histoire. Le 4 janvier, il y a eu des gens qui sont morts pour que le 30 juin, nous puissions avoir l'indépendance. Oui, mais nous ne sommes pas dans le même cas d'espèce. Depuis longtemps, la majorité présidentielle a appelé tout le monde à venir voir ce qu'il fallait faire pour le processus électoral. Est-ce que les gens sont venus? Mais finalement, ils sont passés par des chemins détournés pour reconnaître la vérité. C'est cela qui est triste. Mais heureusement que le peuple congolais est pris à témoin pour comprendre finalement que ceux qui hier étaient en train de dire que c'est eux les anges, en réalité, ils ne le sont pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un accord qui est trouvé, mais cela ne nous empêche pas de regretter ce qui s'est passé. Que l'on a instrumentalisé les jeunes pour leur demander de casser, de piller, en leur disant que le président Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections. Et pourtant, la réalité technique était là. Tous se sont tus lorsque le président Corneille Nangaa a fait son exposé à la Cinco. Ils ont compris que la machine électorale, ce n'est pas rester dans son salon ou au siège de son parti et de dire que je veux des élections à telle date. Et cela, comme dans l'histoire du magicien d'Oz, se réalise. C'est des techniques, c'est des travaux, c'est des étapes qui demandent non seulement des moyens, mais aussi du temps. Face à la réalité, ils sont finalement compris qu'ils ont emmené ce peuple dans l'erreur. Voilà la réalité, mon cher ami. Et voilà ce que nous regrettons. Mais seulement, nous sommes aujourd'hui heureux qu'il y ait cette prise de conscience où tout le monde finalement comprend qu'on ne peut pas brûler son propre pays parce qu'on veut répondre à des envies de telle ou de telle autre puissance qui seulement en veut au chef de l'État, Joseph Kabila, pour son nationalisme. Il y a une certaine opinion qui pense que vous êtes sorti de ces négociations directes déplumés davantage. Je ne sais pas en quoi est-ce que nous sommes déplumés, parce que... À la Cité de l'Union africaine, vous avez cédé la primature, vous avez cédé plusieurs choses, l'organisation des élections municipales est conditionnée, et maintenant, la même primature est maintenant donnée aux radicaux, le rassemblement, et vous ne contrôlez plus la machine. Au-delà de tout, mon cher ami Alain, il faut comprendre une chose. Le Premier ministre actuel, quoiqu'étant de l'UDPS, élu de ce parti, chef de file des députés de ce parti au Parlement, c'est un Congolais. Ce n'est pas un Chinois ou un Hongrois, c'est un Congolais qui, au-delà de toute appartenance politique, va voir l'intérêt de ses compatriotes. Donc, pour la majorité présidentielle, ce n'est pas question de poste, mais plutôt vous-même, vous êtes un analyste, vous êtes intellectuel, comprenez par vous-même et jugez par vous-même que si on a demandé au peuple congolais d'aller dehors, si on a imprimé des cartons rouges, si on a promis l'enfer à ce pays, c'est finalement pour en arriver à être Premier ministre ou ministre. C'est cela la triste réalité. Je crois que c'est vers là que vous devez tourner vos yeux. Alors je me demande si c'est en quoi la majorité a été amoindrie. Entre celui qui donne et celui qui arrache, qui est plus grand? N'est-ce pas celui qui donne? Mais c'est principe aussi applicable à la politique. Mais bien entendu, c'est des principes de vertu que Confucius a mis en pratique et aujourd'hui ça a servi la Chine. Donc il ne faut pas dire qu'en politique on ne peut pas être un homme vertueux.
et que la virtuosité n'est pas payée en politique. C'est payé, c'est payant parce que la population juge. Et demain, nous irons aux élections. La population, finalement, a compris où se trouve la démagogie. Est-ce que vous pensez que la Synco va réussir, une fois de plus, à mettre autour d'une même table tout ce monde-là? Mais c'est ce que nous pouvons et nous devons souhaiter. Parce que la Synco, si elle a eu à quitter par l'abbé Donatien Chollet... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un blocage, là? Mais il faudrait aller interviewer la Synco, puisque l'abbé Donatien Chollet nous a quittés, j'étais délégué pour compte de la majorité présidentielle, nous a quittés parce que le dialogue de la Cité de l'Union africaine n'était pas inclusif. À quoi joue la majorité présidentielle? Je ne sais pas, est-ce que nous sommes en train de faire un jeu selon vous? Non, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Posez-moi des questions. Inclusivité, vous refusez, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas une chose, Monsieur Alain. Lorsque l'abbé Donatien Chollet quitte la Cité de l'Union africaine, il dit il n'y a pas d'inclusivité. Il s'en va à la pêche pour rendre des négociations directes plus inclusives. Vous ne trouvez pas cela un jeu, vous ne trouvez pas cela bizarre? Mais vous avez signé bien que non inclusif, vous avez signé cette... Mais aujourd'hui, que la majorité présidentielle réclame qu'il y ait cette inclusivité, vous trouvez cela que c'est un jeu, que c'est quelque chose qui est caché? Je ne vois pas en quoi. Mais cet accord du 18 octobre n'était pas inclusif, mais vous avez quand même signé. Mais celui-ci, non inclusif, vous signez avec réserve. C'est ça le problème? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la base qui sous-tend les négociations directes au niveau de la Synco, c'était le besoin d'inclusivité. Inclusivité vue par la Synco, et notamment tel que ça a été expliqué par l'abbé Donatien Chollet, c'est la présence du rassemblement, du MLC et LIE, et des autres opposants, dont Jean-Lucien Boussa, le professeur Mokonda Bonza, le président Antoine Luvumbu, et j'en passe. On en arrive finalement à ce que, au terme des travaux, lorsqu'il faut signer, cette inclusivité disparaît. Alors, ça veut dire que la base même qui sous-tend cet accord disparaît également. C'est à cela que la majorité a signé sous réserve, dans le besoin que nous puissions aller vers cette inclusivité. Rappelez-vous que même l'accord du 18 octobre avait laissé une possibilité de poursuite d'inclusivité. Mais malheureusement, l'accord signé le 31 décembre abroge celui de la Cité de l'Union africaine. Non, il n'y a pas d'abrogation. Parce que selon le rassemblement, il n'y a qu'un seul accord, celui de la Synco du centre interdiocésain. Vu par eux, bien entendu, mais vu d'un œil d'abord logique, c'est qu'il faut reconnaître que l'accord de la Synco est un découlement direct de ce qui a été fait au 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Vous êtes journaliste, vous savez porter la critique, analyser les documents, vous allez vous rendre compte. Donc ce n'est pas ici le lieu de discuter sur le fait qu'il y a un accord ou deux accords ou quoi que ce soit. L'essentiel est que la majorité présidentielle demande au prélat de se battre pour obtenir l'inclusivité. Il ne faut pas qu'on élude le débat. Hier, donc lundi, le secrétaire général adjoint de la majorité a tenu un point de presse au cours duquel il a même dit que cet accord violait la Constitution en son article 5. C'est quoi exactement? D'abord, il faut savoir une chose. C'est que nous, la majorité présidentielle, de tous les débats que nous faisons, de toutes les discussions que nous portons, que ce soit en place publique ou en privé, notre lampadaire, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Exact. Tout ce que nous faisons se base sur les textes, le texte fondamental de notre pays. Il est donc impossible, à notre entendement, que l'on puisse tordre la Constitution pour des besoins politiques. Je vous donne un exemple. Exact, allez-y. Lorsque l'on nous parle du fait que le président de la République doit faire une déclaration où il ne va pas briguer un troisième mandat, lorsqu'il y a des personnalités politiques qui disent qu'ils ont fait une concession puisqu'ils ont donné au président de la République la possibilité de rester à la tête du pays, ils oublient que d'une part, la Constitution dit très clairement que le président de la République n'a droit qu'à 2 mandats, et que d'autre part, sur base de cela, il reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on torde la Constitution? Deuxièmement, si le SGA de la majorité a parlé dans ces termes, c'est parce que nos amis ont souhaité, ont sollicité à ce qu'il y ait une possibilité où on empêche aux populations
de pouvoir exercer son pouvoir, qui se fait entre autres par le référendum. Donc, ici, il n'est pas question de tordre tel ou tel autre article de la Constitution et de n'utiliser que les articles qui vous plaisent. Il faut respecter la Constitution dans sa globalité. Voilà la nuance qu'apporte le secrétaire général de la majorité. Juste pendant cette période que vous qualifiez de préélectorale. Mais est-ce que donc ça veut dire qu'à l'entendement de nos amis, il faudrait que durant cette période, que l'on puisse mettre de côté la Constitution? C'est ce que nous refusons. C'est juste un garde-fou pour ne pas permettre au chef de l'État actuel de modifier la Constitution. Ça n'a pas de sens de pouvoir priver aux populations ces droits fondamentaux. Cela n'a aucun sens. Nous ne disons pas, nous, majorité, que nous allons aller dans un référendum. Nous ne disons pas non plus que nous n'allons pas y aller. Mais il ne faudrait pas que l'on puisse tordre les droits des Congolais. Cela n'a aucun sens. Si nous allons vers des discussions directes, c'est sur des questions qui touchent la gestion du pays, des questions qui touchent le processus électoral, mais nous ne pouvons pas nous arroger le droit d'arracher aux populations congolaises leurs droits, permettez-moi ce pléonasme, qui est reconnu par la Constitution, par la loi fondamentale. Cela n'a pas de sens. La population congolaise avait ce droit-là aussi de choisir leurs députés provinciaux en 2011, ce qui n'était pas le cas. Là, ce n'était pas une violation de la Constitution. Mais si aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un besoin de pouvoir très vite aller aux élections et de tenir ces élections dans toutes les séquences, du moins selon la proposition de la majorité présidentielle. Exact. Mais c'est justement pour vider ces arriérés électoraux que nous avons accumulés depuis 2011. Rappelez-vous qu'encore une fois, c'est par un manque d'inclusivité ou de consensus qu'il a été enregistré ce retard par rapport au rattrapage de ces élections municipales, locales, provinciales et sénatoriales qui n'ont pas été réalisées. En 2011, lorsque le président Joseph Kabila gagne les élections, la première recommandation qu'il donne à la CENI, c'est très vite de rattraper ces arriérés électoraux. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé en réponse? C'est une frange de l'opposition, cette fois au niveau de l'Assemblée nationale, qui a réclamé d'abord que l'on puisse, avant toute chose, de commencer par un réaménagement technique de la CENI. Et cela a pris le retard que nous avons connu. Lorsque l'abbé Apollinaire Malou finalement accède à la direction de la CENI, il publie un calendrier partiel, mais qui est encore une fois rejeté. Donc comprenez que les problèmes ont commencé depuis. Vous avez parlé de l'inclusivité, de la non-inclusivité de l'accord, la violation de la Constitution. Qu'est-ce qui vous dérange encore dans le document de la CENCO? Je ne pense pas qu'il y ait un dérangement particulier, parce que sinon, nous n'aurions pas signé cela, à quoi que sous réserve. La majorité présidentielle a en vue et a comme cap l'organisation des élections, parce que c'est une donne démocratique, mais nous le voulons dans les termes de référence qu'il faut. Nous le voulons dans la tranquillité et la paix dans notre pays. Nous le voulons aussi dans la sérénité. Nous ne pouvons pas accepter que pour y arriver, que nous puissions passer sur des cadavres, sur du désordre, comme ça a été le cas récemment, où les amis ont appelé les populations à une désobéissance civique, alors qu'ils savaient pertinemment que les élections ne pouvaient se tenir avant le 19 décembre. Et ils savaient aussi que la Constitution est claire en ce qui concerne son article 70, alinéa 2. Parlons de la majorité présidentielle. Tout au début et juste après, il y a eu beaucoup de sons discordants. Le porte-parole du gouvernement qui parle, qui est juste contredit après par le secrétaire général de la majorité, et puis le secrétaire général vient rectifier les tirs. Apparemment, on sent comme s'il y a une sorte de malaise au sein de la majorité. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous avez perçu dans ce qui s'est passé des contradictions. Moi, je vous dis qu'il n'y en a pas. Au contraire, il y a eu une complémentarité dans les propos. D'abord, le porte-parole du gouvernement a, au nom du gouvernement, salué l'accord, parce que le gouvernement travaille pour la cohésion nationale et la paix dans ce pays. Donc, cet accord a apporté une quiétude dans le cœur des Congolais et des Congolaises. Cela a permis à ce que nous puissions franchir une autre étape, au-delà de l'étape qui a été déjà franchie le 18 octobre. Cela a été salué, mais il s'est plaint, et cela est légitime, du fait qu'il y a un manque d'inclusivité. Le secrétaire général adjoint de la majorité a, au-delà du fait d'avoir salué cet accord, remarqué aussi qu'il y avait un problème d'inclusivité. Il a même proposé un troisième dialogue. Il s'est posé des questions. Il dit, s'il y a eu des négociations directes, en second lieu, après celui que nous avons eu à faire comme dialogue à la Cité de l'Union africaine, pour manque d'inclusivité,
et qu'aujourd'hui on en arrive à, encore une fois, des manques d'inclusivité, donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille vers un troisième dialogue, parce qu'il faudrait, en ce moment-là, questionner la logique de ceux qui ont quitté le bateau de notre du dialogue du 18 octobre. Donc faites allusion aux évêques de la Synco, leurs représentants. Oui, à l'abbé Domatien-Cholet. C'est cela, le questionnement logique qu'a lancé le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. C'est cela la réalité. Et en plus, il se plaint du fait qu'il y a encore aujourd'hui, au stade actuel, des hommes politiques qui se permettent de penser que c'est grâce à leur bonne foi que le chef de l'État est encore en train de présider la destinée de notre nation, alors que c'est la loi fondamentale qui lui donne cette possibilité. Comment est-ce qu'il y a encore des gens qui se permettent de dire que le peuple congolais n'a pas le droit d'agir en utilisant son pouvoir reconnu par la loi fondamentale? C'est des questionnements. Et en plus, il a demandé à ce que les opposants qui ont manipulé la population puissent demander pardon au peuple congolais. Cela est réel. Parce que vous saviez, parce qu'ils savaient pertinemment que les élections étaient impossibles à tenir dans les dates fixées. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un problème avec le fichier, il y a un problème technique, il y a un problème de moyens. Tout cela était réel, scientifiquement prouvé. Ils le savaient. Mais pourquoi vous voulez arriver à ça, mais vous détournez le chemin et même à faire payer du sacrifice suprême les pauvres Congolaises et Congolais? Et aujourd'hui, le secrétaire général de la majorité a exprimé le fait que nous saluons l'accord, mais est revenu sur le bémol dont a parlé le porte-parole du gouvernement et le secrétaire général adjoint, c'est-à-dire l'inclusivité. Où est-ce qu'il y a cacophonie? Où est-ce qu'il y a contradiction dans les propos? Donc, même ce bémol-là n'aura pas d'incidence urgente au niveau de l'accord. Mais il faudrait savoir, mon cher ami, que le besoin ou la cause principale qui nous réunit, c'est quoi? C'est le processus électoral. C'est la question des élections. Depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes inscrits dans une logique où nous organisons des élections en communion, c'est-à-dire toutes les forces vives. Mais lorsqu'il y a l'un des partenaires, 2 ou 3 partenaires, qui ne sont pas d'accord avec le chemin, nous regardons derrière, nous nous rendons compte que le fait qu'ils n'ont pas été d'accord nous a déjà causé du retard, entre autres avec le rejet de plusieurs calendriers électoraux. Donc il faudrait qu'on règle le problème. Est-ce que la majorité présidentielle se prépare pour les élections? Apparemment, bon, c'est toute la classe politique. L'opinion a l'impression que la classe politique congolaise est juste en train de chercher à partager le gâteau. Est-ce que vous, au niveau de la majorité présidentielle, vous vous préparez aux élections? D'abord, il ne faut pas mettre la majorité présidentielle dans cette logique du gâteau, parce que je vous ai dit ici que la majorité présidentielle, d'ailleurs, qui a gagné les élections, donne l'âge de l'Est. Comprenez donc que nous ne sommes pas dans cette logique. Et puis la majorité présidentielle, je vais vous dire la vérité, c'est la seule plateforme qui parle de discours, qui étale un projet de société. Où est le projet de société des autres plateformes, des autres partis politiques? Si ce n'est le fait qu'il fallait d'abord casser la maison Congo, qu'il fallait à tout prix faire partir le président de la République, Joseph Kabila, parce qu'on ne veut plus de sa tête par telle puissance étrangère ou par tel président de je ne sais quel pays. C'est cela la réalité. Donc nous, on se prépare, parce que chaque jour, nous sommes sur le terrain. Nous parlons à une population, nous leur transmettons, du moins en ce qui concerne la Convention des Congolais Unis, notre projet de société. Nous recrutons, nous installons nos bases, nous tissons notre toile d'araignée. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est cela la question. Le chef de l'État, c'est déjà un acquis, il ne va plus se représenter. Il avait déjà dit. Il ne faut pas parler cela en termes d'acquis. C'est un fait. C'est un fait, voilà. Est-ce que la majorité se prépare déjà pour son dauphin? Qui va représenter? Est-ce qu'il y a des discussions au sujet de cela? Mais écoutez, je ne vais pas ici vous étaler sur votre plateau les stratégies qui sont montées par la majorité présidentielle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la majorité présidentielle, comme l'a promis l'autorité morale, va aller de victoire en victoire. Soyez-en certains. Nous sommes en train de discuter en tant qu'intellectuels qui peut porter l'étendard de la majorité présidentielle aujourd'hui. Mais écoutez, à la présidence, par exemple. Faire face à un Étienne Tshisekedi, tout ça. Réfléchissons un peu. Mais écoutez, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si nous ne sommes pas encore arrivés au moment où il faut dresser les listes pour que les joueurs... C'est au mois de décembre, c'est les joueurs. Décembre, c'est dans 11 mois. Mais justement, la FECOFA ou la FIFA, pour
la question des élections, c'est la CENI. La CENI ne nous a pas encore dit de dresser la liste de nos champions. Pourquoi vous êtes si pressés? C'est comme si nous savons que la CAN, c'est encore loin, mais déjà, ou la Coupe mondiale, c'est encore loin, mais déjà on nous demande 2 ans avant de dire qui sera le lieu droite et quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. Soyez tranquille. Vous pensez vraiment que vous allez remporter, gagner les élections, vous allez aller de victoire en victoire, comme l'a dit votre autorité morale? Nous en sommes certains. Pourquoi? D'abord parce que d'une part, nous sommes en face d'un peuple, d'une population congolaise qui aujourd'hui est plus mûre que hier en ce qui concerne les questions politiques. Notre pays, il y a une classe d'hommes politiques, des démagogues, et d'autres qui sont des réalistes, pragmatiques, qui lui dit la vérité, même si cette vérité lui fait mal. Nous avions dit à notre peuple que les élections seront difficiles à organiser au 19 décembre. Ou au 19 septembre. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont dit que c'était possible sont en train de nous rejoindre dans cette réalité. Et le peuple a noté. Nous avons un bilan que nous allons présenter. Nous avons un projet de société que nous tenons. Mais les autres, où est ce projet de société? Où est cette base? Il y a des personnalités politiques, c'est vrai, mais qui n'ont même pas une seule cellule dans une seule province, en dehors de la commune où ils habitent. Il faut même vérifier si dans cette commune, elles sont connues. Donc comprenez par là que la majorité présidentielle est très sûre, non seulement de remporter les élections, par le fait que la population congolaise est aujourd'hui beaucoup plus aguerrie, mais aussi parce que nous sommes sûrs de notre projet de société. Je suis en train de lire la page 19 de l'accord du 31 décembre. De l'entrée en vigueur, le présent accord politique global et inclusif entre en vigueur à la date de sa signature par les parties prenantes. Donc déjà là, il faudrait, le gouvernement Sami Badibanga est démissionnaire, tout ça, donc il faudrait mettre en place le conseil de suivi de l'accord. Êtes-vous d'avis? Bien sûr, il n'est pas question ici de dire que le gouvernement Sami Badibanga est démissionnaire ou pas. Il y a des discussions, je vous ai dit en préliminaire, il y a des discussions en ce qui concerne les modalités. Je crois que cela a débuté aujourd'hui, mais au-delà de cela, il faudrait savoir, notamment en ce qui concerne les questions de suivi de l'accord, qu'il y ait une loi organique qui accompagne cela. Ça doit être au niveau du Parlement. Exactement. Donc cela prend aussi du temps. Et ce temps, il faudrait que l'on fasse diligence pour que ça ne prenne pas jusqu'à Mathusalem. Donc il faudrait de la bonne foi de tous pour comprendre que les travaux vont se poursuivre dans les discussions. Le rassemblement, par la bouche de Délice et Sanga, pense qu'il faudrait convoquer une fois de plus le Parlement en session extraordinaire. C'est son point de vue. On ne peut pas. C'est possible aujourd'hui. C'est son point de vue. Mais écoutez, d'abord, il y a une autorité parlementaire. Cela est aussi lié au fait du budget, parce que qui dit session extraordinaire veut dire moyens supplémentaires. Au moment où nous sommes en train de crier que nos comptes, le trésor public est en train de souffrir réellement d'un manque d'entrées financières, est-ce qu'il faudrait que nous puissions multiplier les sessions extraordinaires? C'est une question qu'il faudrait que l'on se pose. Mais est-ce qu'on vous ne trouvez pas qu'on doit gagner du temps là? Parce qu'attendre au mois de mars pour la session ordinaire de mars, ce sera perdre du temps. Selon cet accord, les élections doivent être organisées en décembre. Personne n'a parlé de mars. Je vous ai dit ici qu'il y a des discussions qui ont commencé aujourd'hui pour les modalités pratiques concernant la mise en place ou la mise en application de cet accord. Il faudrait attendre qu'il y ait des résultats pour savoir exactement quel serait le chronogramme. Donc, mais cela se fera de manière consensuelle. Trouve inopportun de convoquer le Parlement à une nouvelle session extraordinaire. Si ça ne dépendait que de moi. Mais sachez très bien que nous sommes dans un cadre où il faut des débats consensuels entre la majorité présidentielle et les autres partis signataires. Vous avez un dernier mot pour cette émission? Bien entendu que le dernier mot, c'est un remerciement, surtout aux jeunes qui ont écouté notre message durant toute cette année, et surtout en ces derniers mois où nous leur avons demandé de pouvoir garder la tête haute, de ne pas sombrer dans les manipulations de ceux qui, aujourd'hui, sont en train de reconnaître finalement la réalité. Ils ont reconnu aussi qu'ils ont été manipulés par ceux qui voulaient que le sang coule dans notre pays. Dieu merci, la raison en a gagné. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Il faudrait que la paix demeure.
il faudrait que nous continuions à être soudés, il faudrait que la cohésion nationale puisse persister et que finalement notre population puisse aujourd'hui être plus vigilante qu'hier en regardant réellement ceux qui veulent son bien et ceux qui veulent seulement les utiliser comme marchepied pour finalement assouvir leurs propres besoins. Merci, Monsieur Thierry Mosenepo. Je rappelle que vous êtes président de la jeunesse de la CCU, Convention des Congolais Unis, parti membre de la majorité présidentielle. Et communicateur de la majorité. Exact. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.